Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la structure mentale 7 articulée avec les états du moi. Les états du moi, c'est le travail d'Eric Berne, c'est un psychiatre qui, à un moment donné, il semblerait a souhaité rendre son travail plus accessible. Et ainsi, il a créé ce que l'on appelle les états du moi, le parent, l'adulte, l'enfant, qui vit en nous à travers le mental, à travers les pensées et l'ego. Donc, c'est ce que l'on va voir maintenant. Que vous connaissiez l'énéagramme ou non, que vous connaissiez les états du moi ou non, eh bien, cet atelier, ces vidéos sont conçues pour, pour nous tous. Voilà. Donc, personne mieux que vous peut découvrir la manière dont vous fonctionnez. Il suffit juste d'avoir envie. C'est aussi un travail d'observation. Il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'est-ce qui se joue en nous, comment on fonctionne. Eh bien, c'est effectivement l'enjeu, voilà, de cet outil de connaissance de soi, enfin du mental en tout cas, euh, qu'est l'énéagramme. Et ça va effectivement expliquer de beaucoup ce qui se passe quand on va mal et qu'est-ce qui se passe aussi quand on va bien. Ce n'est jamais trop exprimé, pas assez exprimé à mon goût. Vous ne pouvez pas saisir un profil énéagramme si vous le dissociez de son évolution et de son involution. Ainsi, vous ne pouvez pas saisir cette énergie qui est la structure 7, qu'on appelle l'épicurien, parfois le généraliste, si vous lui enlevez son involution qui est vers le point 1, et si vous lui enlevez aussi son sens d'évolution qui est le point 5. Voilà. Et donc ici également, sans mauvais jeu de mots, vous lui coupez les ailes. Les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Voilà. Que l'énéagramme nous définisse si bien, c'est une chose. Que l'énéagramme devienne un outil prévisionnel, quel que soit le lieu où vous êtes né, quel que soit ce que vous avez vécu, votre milieu socio-culturel, une structure 7 involue toujours en 1. C'est-à-dire en allant mal, elle va prendre les défauts du 1. Le 1, c'est le perfectionniste. Et on va voir à quel point les états du moi peuvent justement rajouter une coloration supplémentaire à l'involution, l'évolution également. On le dit jamais assez à mon avis aussi, la conscience que nous sommes n'évolue pas. C'est-à-dire que l'énéagramme parle avant tout du mental. Et donc nous ne sommes pas qu'un mental. Heureusement, parce que sinon on disparaîtrait tous les soirs. Et puis le mental, bien souvent, nous amène à vivre des choses que l'on ne veut pas vivre. Voilà. Erika, c'est un exemple que je prends souvent, souhaite arrêter la cigarette. Et pourtant, il y a des pensées qui lui disent de fumer dès qu'elle a pris un café. Donc, je pense donc je suis peut être remis en question. En tout cas, l'énéagramme nous vient d'une époque reculée où on ne se limite pas à un mental. Voilà. C'est pourquoi on peut le voir comme un outil spirituel à l'origine. Alors, sans reparler, sans représenter la structure 7, on peut se reposer sur le fait que le 7 n'aime pas les contraintes. Voilà. Le 7 veut garder à disposition les sources de plaisir. Dit autrement, il ne veut pas souffrir. Et il a du mal justement avec l'autorité. C'est aussi parce qu'il a une aile en 8. Voilà. Et le 8, c'est vrai que c'est le boss, il en fait qu'à sa tête. Et là, le 7, avec son aile en 8, va vouloir justement travailler en réseau. Il ne va pas vouloir que quelqu'un le domine. Et quand il va bien, il prend soin aussi de ne pas dominer les autres. Effectivement, avec son élan 6, le 6 c'est le loyaliste, il est aussi en mesure d'intégrer une équipe et d'être fidèle à cette équipe. Donc le 7, si on commence à l'articuler avec les états du moi. Alors les états du moi, vous avez ce que l'on appelle, vous le voyez, ce que l'on appelle le parent normatif et nourricier. On a l'adulte et on a aussi l'enfant. L'enfant qui est soit libre, soit soumis et soit rebelle. Donc ces positions, ces pensées qui sont bien sûr le lot des croyances qui vivent en nous, qui sont parfois inconscientes, vont structurer finalement notre profil aussi. Hein. C'est-à-dire si vous portez certaines croyances, vous, par exemple, si vous pensez que il faut en baver dans la vie pour réussir, c'est probable que si vous portez cette croyance-là, vous n'êtes pas de structure 7. Voilà. Le 7,
c'est l'épicurien, il tient beaucoup à la joie, en tout cas il tient aux sources de plaisir, il ne veut pas souffrir et il aime afficher justement du plaisir, enfin le fait que ça soit agréable d'être avec lui. Alors, le 7, si on le regarde à travers le parent. Donc le parent, c'est bien sûr ce qui se passe dans notre tête. Quand on était enfant, le parent normatif, le parent nourricier, eh bien, c'était peut-être tout simplement nos parents ou les gens qui nous ont élevés. Voilà. Donc le parent normatif, c'est celui qui donne des règles. C'est à la fois indispensable, parce que si vous vivez sans règles, eh bien naturellement c'est très négatif. Vous pourriez vous retrouver nu dans la rue, ça se fait pas, hein, par exemple. Et à la fois, ça peut être très négatif, parce que si vous avez trop de règles, eh ben, ça empêche l'enfant de se développer. De la même manière, le parent nourricier, c'est celui qui donne des câlins, de la tendresse, eh bien, qui dit à l'enfant que c'est bien. À la fois c'est positif, à la fois c'est négatif. Un parent nourricier qui serait trop présent pourrait écraser finalement complètement l'enfant, ou voire même l'adulte. Parce que si la maman d'Erika, alors qu'Erika a 48 ans, lui dit le vendredi soir, tu me donneras ton linge, s'il te plaît, pour que je le nettoie, ça empêche Erika de se développer. Alors, bien sûr, effectivement, le 7 a un parent nourricier, c'est-à-dire que quand il va bien, il va pouvoir soutenir naturellement les autres, peut-être même ses enfants, ou sa femme, admettons, ou son mari. Mais ce qui pose le problème, souvent chez le 7, c'est son parent normatif. Et oui, parce que lui, il n'aime pas les contraintes, et c'est toute la complexité, et aussi on pourrait dire le paradoxe de la structure 7, c'est que effectivement je tiens des sources de plaisir, à la fois je tiens à ce que ça soit ouvert, mais je veux structurer mon plaisir. Et la problématique, c'est qu'une fois que j'ai structuré mon plaisir, eh bien, je commence à prendre les défauts de la structure 1. Le 1, c'est perfectionniste, et donc je vais commencer à devenir exigeant. Le 1 est dans une critique qui est d'abord tournée vers lui-même. Quand le 7 va mal, c'est une critique qui est plutôt qui est plutôt dirigée vers l'extérieur. On pourrait prendre l'exemple d'Erika qui mise très fort sur un voyage pour prendre du plaisir. Ça fait longtemps qu'elle veut visiter la Thaïlande. Et puis, quand elle arrive à l'hôtel, elle se rend compte que la chambre n'est pas comme elle voulait, que le voyage n'est pas du tout organisé comme elle pensait que ça serait, et donc elle se tend. C'est-à-dire, le voyage en Thaïlande était censé me donner du plaisir, et puis ça finit par créer de la frustration, de la colère, de l'injustice, et là je suis pas bien. Et là, qu'est-ce qui est à l'œuvre, naturellement, quand le 7 involue en 1, c'est son parent normatif qui est justement à l'œuvre. Ça nous donne une porte d'entrée directe vers l'enfant. Donc naturellement, vous avez l'enfant libre, on verra tout à l'heure, l'enfant soumis, l'enfant rebelle. Alors, un enfant rebelle, on pourrait avoir l'impression que c'est négatif. À la fois, c'est négatif, un enfant rebelle, et à la fois, c'est positif. Prenons un exemple. Erika signe un contrat à la banque, et donc elle doit rembourser 320 € par mois sur son crédit, à taux fixe. Si elle rembourse ses 320 € par mois, elle devient un enfant soumis. Elle prend cette position d'enfant soumis, elle se soumet à quelque chose, et c'est tout à fait adapté. Voilà. Par contre, c'est très négatif de se soumettre à quelque chose d'injuste. Ce qui serait injuste, c'est que le taux, ces 320 € se transforme en 400 € par mois, alors que c'est censé être un taux fixe. Bien sûr, ce n'est pas un bon exemple, puisque si c'est un taux fixe, son crédit ne peut pas augmenter. Mais c'est cette tendance que nous avons à vouloir ou à nous soumettre malheureusement à des choses qui sont injustes. Et ça peut arriver notamment dans le cadre professionnel. Le 7, encore une fois, on l'a vu au début de la vidéo, ne se laissera pas soumettre. Il ne va pas soumettre à des choses qui sont injustes. Et ainsi, son enfant rebelle va prendre le dessus. C'est ce qui le rend un peu charismatique, c'est ce que certains aiment chez le 7, c'est qu'à un moment donné, il peut se rebeller contre des situations qui ne sont pas justes.
Et donc là, ça peut devenir positif. Ce qui serait très négatif, c'est que Erika décide, elle, de ne pas rembourser son crédit. Et donc là, naturellement, si elle ne rembourse pas son crédit alors qu'elle l'a signé, eh ben, c'est une position d'enfant rebelle, mais là, c'est négatif. Alors, on a gardé presque le meilleur pour la fin, même si cette vidéo n'est pas finie, dans le sens où l'enfant libre est présent chez le 7. C'est-à-dire que l'enfant libre, tous les grands créateurs ont un enfant libre très développé. Donc l'enfant libre, c'est celui qui s'autorise à rêver en dehors du cadre. Je prends souvent l'exemple d'Einstein. Einstein a rêvé en dehors du cadre. Et c'est ce qui a permis de créer un nouveau modèle. Et quand il va bien, le 7, eh bien justement, lui qui était trop généraliste, trop noyé potentiellement dans des choses qui vont dans tous les sens, il va à un moment donné commencer à structurer, à devenir plus spécifique. On retombe sur le parent normatif, celui qui sait créer des règles, et ce parent normatif va faire quoi ? Ça va lui permettre de rêver. Ça va nourrir, curieusement, son enfant libre. Son enfant libre qui, justement, a besoin de se poser des questions, de rêver des projets, etc. Et plus il va poser les pieds sur terre, et plus ces projets qu'il rêve, il va pouvoir les matérialiser. Et ce qui va pouvoir aussi, ce qui va l'aider on va dire, à réaliser ses projets, à devenir plus spécifique, à gagner les qualités du point 5, eh bien, c'est son mental, qui, eh bien, justement, est moins dans la critique, voilà, et plus tourné vers le fait de pouvoir, justement, voilà, avec son esprit, encore une fois, le parent normatif, celui qui sait s'imposer, il semblerait, des règles, mais des règles qui lui permettent de franchir les échelons ou d'atteindre des objectifs. Donc, son parent normatif crée des règles, son enfant libre, enfin son enfant soumis se soumet à des règles qui devient juste pour lui, et donc ça lui permet de rêver. Et surtout d'avancer vers d'autres projets. Donc il nourrit une autre image de lui, parce que il voit bien qu'il progresse, donc là c'est son parent nourricier qui commence à le nourrir, comme il commence à se nourrir lui-même, à avoir une bonne estime de lui, et non plus, on pourrait dire, une estime qui est basée sur une histoire, hein, parce que des fois, quand il va mal, le 7 raconte une histoire. Cette histoire n'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de défense derrière, hein, c'est le premier, la rationalisation. Il raconte une histoire, quelque chose qui vient valider ses comportements, alors qu'en réalité, c'était pas tout à fait une réussite. C'est-à-dire que parfois, quand il va mal, il devient un conteur. C'est-à-dire, il modifie, j'aime pas ce mot manipuler, mais il manipule un petit peu la réalité à son avantage, quand il est sous stress. Quand il va bien, à un moment donné, eh bien justement, il pose les pieds sur terre, il s'intègre avec le point 5, c'est-à-dire il devient plus spécifique, il se tourne vers des connaissances qui le nourrissent intérieurement, voilà, puisqu'il est dans le centre mental. La nourriture ne devient plus que corporelle, puisque c'est vrai que quand il va mal, il a tendance entre guillemets, à se gaver. Une blessure qu'il porte, c'est la gloutonnerie, c'est-à-dire l'impression de se remplir toujours davantage de choses qui ne le nourrissent pas réellement. Là, ça va être une nourriture qui est bien plus intellectuelle, et oui, ça correspond à qui il est, parce que le 7 est un intellectuel, qu'on le veuille ou non. Il est appelé justement à rêver, et puis, eh bien oui, rêver lui permet aussi de créer une vie qui lui correspond, parce que le 7 est un visionnaire, c'est un être qui aime aussi avoir des projets et des choses que les autres n'ont pas forcément pensé. Voilà, donc on dit parfois qu'il est dans les bons coups, le 7, parce que justement, il ne s'interdit pas de rêver, donc il a un enfant libre qui est présent, un enfant rebelle qui est aussi là, et parfois c'est nécessaire, parce qu'il ne se soumet pas à quelque chose de négatif, et en même temps, voilà, à un moment donné, il est appelé à savoir structurer son univers mental, et donc il se soumet à des choses qui lui permettent d'avancer. Ça lui permet de gagner cette position d'adulte, voilà. Et donc la position d'adulte est celle qui est le plus adaptée, bien sûr, pour avancer. Parfois, on dit, et moi c'est des mots que j'ai jamais trop employés, mais vous lisez parfois que le 7 est l'enfant
ou l'adolescent, le grand adolescent de l'énéagramme, parce que justement il ne veut pas grandir, parce que grandir c'est avoir des contraintes et il n'aime pas les contraintes. Voilà, c'est là où effectivement il prend les défauts quand il va mal de la structure 1, mais encore une fois il ne deviendra jamais un 1. Le 1 s'impose beaucoup de règles, beaucoup de contraintes, et là justement il va être en rébellion totale contre ces contraintes. Donc on prend souvent l'exemple du 7 qui déteste cuisiner. Il aime cuisiner quand c'est joyeux, quand c'est pour faire la fête, quand c'est pour les amis. Quand le côté quotidien, voilà, répéter quelque chose, la routine, les repas, enfin souvent c'est un exemple qu'on prend, c'est très dur pour le 7. Et donc là, eh bien oui, il va, quand il commence justement à s'intégrer, eh bien à être moins éparpillé, plus structuré, il va gagner cette position d'adulte. Voilà. Donc la position d'adulte, eh bien, il n'y a pas grand-chose à en dire. La seule chose qui est négative, vous le voyez, c'est lorsque l'adulte eh bien, devient robotique, c'est-à-dire quand il commence à être complètement déconnecté de ses émotions, de ce qu'il ressent et de ce que ressentent les autres. Il agit froidement dans la direction de son objectif. Voilà, même si les autres lui disent que ce n'est pas une bonne chose, voilà, ou que c'est pas une bonne idée. Donc il faut juste qu'il fasse attention à cet aspect-là, à l'adulte robotique. Rappelons que lorsque vous souhaitez que ça avance dans votre vie, il faut regarder l'énéagramme à travers les centres, c'est-à-dire, et donc nous avons tous un centre réprimé. Le centre réprimé, c'est pour le 7, c'est le centre de l'image, qu'on appelle aussi parfois émotionnel. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'il fasse attention de rester en lien avec l'autre, avec l'humain, avec aussi les envies de l'autre qui fonctionnent peut-être différemment de lui et qui ne s'isole pas. Voilà, tout simplement parce que son mental, parfois, l'isole. Et effectivement aussi, le 5, qui est son chemin d'évolution, porte comme faiblesse le besoin de s'isoler. Donc il faut qu'il fasse attention de ne pas s'isoler dans ses plaisirs, dans ses visions, dans ses connaissances. Voilà ce qui me venait spontanément aujourd'hui pour la structure 7. Je salue Michel, Yann et d'autres personnes, bien évidemment, qui, je sais, suivent parfois ces petites vidéos en espérant que ça puisse vous apporter un petit quelque chose. Voilà. Peut-être à bientôt. Au revoir.